Artemis 3 est la mission que la NASA est en train de construire pour ramener des astronautes à la surface de la Lune pour la première fois depuis Apollo, mais elle n'est pas construite de la même manière. Apollo utilisait un système étroitement intégré qui gérait toute la mission, du lancement à l'atterrissage et au retour. Artemis 3 divise cela en systèmes distincts qui doivent fonctionner ensemble séquentiellement. Un équipage décolle de la Terre, voyage jusqu'à la Lune, se transfère dans un atterrisseur séparé, descend à la surface, puis retourne en orbite avant de rentrer. Cela semble plus performant, mais cela signifie aussi que la mission ne fonctionne que si chaque étape se déroule correctement au bon moment. La mission commence avec le Space Launch System, une fusée lourde conçue pour envoyer Orion et son équipage au-delà de l'orbite terrestre. Orion est le vaisseau spatial dans lequel les astronautes vivent pendant le voyage. Il fournit l'air, le contrôle de la température, l'énergie et la communication. Après le lancement, Orion suit une trajectoire contrôlée vers la Lune et effectue des corrections de cap en cours de route. Il est conçu pour survivre dans l'espace lointain et pour le retour à grande vitesse sur Terre. Il n'est pas conçu pour atterrir, et c'est une décision délibérée pour que sa tâche reste ciblée. Une fois qu'Orion atteint l'orbite lunaire, il se connecte à un véhicule distinct, appelé le système d'atterrissage humain. Cet atterrisseur est lancé à l'avance et attend en orbite l'arrivée de l'équipage. Cela signifie que plusieurs lancements doivent réussir avant même que l'atterrissage ne commence. Orion gère le transport et le retour. L'atterrisseur gère la descente et l'ascension. Diviser la mission de cette manière rend chaque système plus performant dans sa tâche, mais cela crée également plus de points où une défaillance peut arrêter la mission. N'oubliez pas de vous abonner. La raison d'être du SLS est simple. Pour sortir un équipage de l'orbite terrestre et le placer sur une trajectoire vers la Lune, il faut une énorme quantité d'énergie. Le SLS fournit cette poussée. Une fois dans l'espace, Orion prend le relais et maintient l'équipage en vie pendant le voyage de plusieurs jours. Il maintient la pression, élimine le dioxyde de carbone et assure la stabilité des systèmes. Il transporte également le bouclier thermique nécessaire à la rentrée, qui est l'une des parties les plus dangereuses de la mission. Cette séparation rend le système de transport fiable et axé sur la survie. Le système d'atterrissage est conçu pour un environnement complètement différent. Il doit quitter l'orbite, descendre à la surface, soutenir les astronautes pendant qu'ils travaillent, puis retourner en orbite. La conception actuelle est basée sur un grand véhicule dérivé du Starship et développé par SpaceX. Sa taille lui permet de transporter plus de carburant et plus d'équipement que les précédents atterrisseurs lunaires. Cette capacité supplémentaire est ce qui permet des séjours plus longs et des opérations plus complexes sur la Lune. Mais cette taille a un coût. Un grand atterrisseur a besoin d'une grande quantité de carburant, et il ne peut pas transporter tout ce carburant en un seul lancement. Au lieu de cela, il est ravitaillé en orbite. Des véhicules citernes sont lancés séparément, s'amarrent à l'atterrisseur et transfèrent le carburant avant son départ pour la Lune. Chaque amarrage doit être précis. Chaque transfert doit être stable. Si une seule de ces étapes échoue, l'atterrissage ne peut pas avoir lieu. Cela transforme la mission en une chaîne d'opérations interdépendantes plutôt qu'en un événement unique. Après que l'équipage s'est amarré au module d'atterrissage, 2 astronautes y pénètrent tandis que les autres restent dans Orion. Le module d'atterrissage commence alors sa descente. Ce n'est pas une simple chute. Il doit ralentir depuis la vitesse orbitale tout en contrôlant sa position et son orientation. Les propulseurs s'activent selon des séquences précises pour gérer à la fois la vitesse et la direction.
Chaque seconde de la descente nécessite un ajustement à mesure que le véhicule approche de la surface. La zone cible est proche du pôle sud de la Lune. Cette région est plus difficile que les sites d'atterrissage utilisés lors des missions Apollo. Le sol est inégal, les pentes sont fréquentes et de vastes zones restent dans l'ombre. La lumière du soleil arrive à un angle faible, ce qui crée de forts contrastes entre les régions claires et sombres. Ces conditions rendent la navigation plus difficile et réduisent la marge d'erreur lors de l'atterrissage. Pour gérer cela, l'atterrisseur se fie à des capteurs plutôt qu'à un jugement humain direct. Il scanne la surface, détecte les dangers et ajuste sa trajectoire en temps réel. Les roches, les pentes et les terrains instables doivent être évités. Les conditions d'éclairage peuvent déformer ce que l'œil voit, donc les systèmes embarqués fournissent des données plus fiables. L'atterrissage est guidé par des mesures et des corrections constantes plutôt que par une trajectoire fixe unique. Une fois à la surface, les astronautes commencent leur travail. Ils prélèvent des échantillons, déploient des instruments et testent l'équipement conçu pour des missions répétées. L'une des principales cibles est la glace d'eau dans la région polaire. Si cette ressource peut être utilisée, cela change la façon dont les missions sont approvisionnées. L'eau peut soutenir la vie et elle peut être séparée en oxygène et hydrogène pour le carburant. Cela réduit le besoin d'apporter tout de la Terre. C'est là que la mission passe d'un simple atterrissage à quelque chose de plus important. L'objectif n'est pas seulement d'atterrir et de repartir. L'objectif est de tester si la Lune peut réellement supporter des opérations continues. Cela signifie tester les outils, les procédures et l'utilisation des ressources dans un environnement réel. Si ces systèmes fonctionnent, les futures missions pourront rester plus longtemps et faire plus sans augmenter le coût de lancement au même rythme. Le temps passé à la surface est limité. L'énergie, le support de vie et les conditions environnementales imposent tous des limites strictes. Les températures changent en fonction de l'ensoleillement. La poussière peut interférer avec l'équipement. L'exposition aux radiations est constante. Chaque tâche doit être accomplie dans une fenêtre de temps déterminée. L'équipage doit terminer son travail et retourner en orbite avant que ces limites ne soient atteintes. Quand il est temps de partir, l'atterrisseur décolle et retourne en orbite lunaire. Il doit correspondre à la vitesse et à la position d'Orion avant l'amarrage. Cela demande une synchronisation et un contrôle précis. Si l'amarrage échoue, l'équipage ne pourra pas revenir sur Terre. Après l'amarrage, les astronautes retournent dans Orion et se préparent pour le voyage de retour. Orion quitte ensuite l'orbite lunaire et retourne vers la Terre. Lors de la rentrée atmosphérique, elle subit une chaleur extrême, causée par la vitesse élevée de son passage dans l'atmosphère. Son bouclier thermique protège l'équipage pendant cette phase. Des parachutes se déploient pour ralentir la descente avant l'atterrissage. Ce qui limitait les missions précédentes, c'est qu'elles prouvaient que c'était réalisable. Mais elles ne construisaient pas un système pouvant être utilisé de manière répétée. Ce qui change ici, c'est une mission conçue pour tester un système réutilisable, axé sur une région qui pourrait fournir des ressources utilisables et qui devrait avoir lieu à la fin des années 20, une fois que tous les systèmes seront prêts, ouvrant la voie à des missions plus longues et à une activité humaine soutenue au-delà de l'orbite terrestre. Veuillez aimer et vous abonner. Merci d'avoir regardé.